Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce premier atelier de la journée du colloque TAC 2022. La pensée design, une démarche féconde pour accompagner les élèves dans la proposition de solutions vers la durabilité. Euh, la présentatrice se nomme Madame Diane Pruneau et est professeure émérite associée à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Moncton, spécialisée en éducation relative à l'environnement et en didactique des sciences. Elle dirige le groupe de recherche Littoral, EVI, qui effectue différents projets de recherche et d'intervention pédagogique en éducation relative à l'environnement. Les programmes de recherche nationaux et internationaux de la professeure Pruneau a porté sur la compréhension de la relation que les personnes entretiennent avec leur environnement, l'éducation aux villes durables, l'éducation au changement climatique, le développement de compétences environnementales et l'usage de pensée design et d'éthique en éducation à la viabilité. Alors, je lui souhaite bon atelier et je lui donne la parole. Bon atelier à tous. Merci, Madame Lauzon. Ma présentation devrait durer à peu près 40 minutes, puis ensuite, on aura 10 minutes de questions. C'est plus facile comme ça en ligne. Si on était en personne, peut-être qu'on ferait différemment, mais en ligne, c'est plus facile comme ça. Donc, moi, je vais vous parler d'une démarche sur laquelle on travaille dans notre équipe de recherche depuis à peu près 5 à 7 ans, qui est la pensée design, qui, je pense, pourrait être vraiment utile pour vous pour enseigner les sciences. Alors, je sais que je m'adresse à des conseillers pédagogiques, alors je dis vous, mais je pense aussi aux enseignants qui peuvent l'utiliser. Alors, on y va. Alors, dans plusieurs programmes de sciences au Canada, ça m'était arrivé d'analyser les programmes de sciences au Canada. Il y a une démarche qui revient souvent. Alors, c'est ce qu'on appelle la démarche d'investigation scientifique. Puis en Ontario, vous avez comme une démarche plus de, je pense, c'est une démarche expérimentale. Puis vous avez une démarche qui s'appelle processus de design en ingénierie. Alors, c'est deux démarches finalement c'est des deux démarches d'enquête très semblables, sauf que dans celui que vous appelez processus de design en ingénierie, c'est vraiment pour la construction de quelque chose. Donc, les étapes que j'ai vues dans votre programme, c'est identifier le défi, chercher plusieurs solutions, planifier et construire un prototype, expérimenter, évaluer le prototype, puis communiquer les résultats et les procédures. Alors, un exemple de ça, vous l'avez sur l'image, c'est des élèves qui avaient construit un hôtel à insectes en tenant compte des besoins des insectes et des insectes utiles. Alors, c'est un exemple de ça. Alors, un peu partout dans le monde, maintenant, il se fait des actions vers la durabilité. Heureusement, parce qu'il y a tellement de problèmes environnementaux qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Alors, dans notre groupe de recherche, il y a quelques années, on avait fait des projets avec les élèves du primaire qui avaient abouti en des actions, comme par exemple, les élèves avaient construit un abri pour la petite faune, un distributeur de bouts de laine pour des nids d'oiseaux. Ensuite, des élèves de 7e année, parce que c'est au Nouveau-Brunswick, ils avaient construit des abris pour les chauves-souris. Des élèves de 3e année avaient créé des boulettes de graines pour reverdir des lieux. Alors, vous voyez, c'est des choses qui aident l'environnement. Puis, il n'y a pas juste nous autres qui travaillent comme ça. Il y a un groupe que je trouve très, très intéressant qui est situé en Inde, mais qui fait des projets dans plusieurs pays. C'est Design for Change. Puis, eux autres, par exemple, ils ont fait différents projets, comme par exemple, les élèves ont construit un mur pour empêcher les crues de transporter les déchets vers l'école. Il y avait des inondations chaque année. Ailleurs, dans un autre pays, ils ont testé des pailles en bois, en algues, etc., pour remplacer les pailles en plastique. Alors, il y a d'autres projets comme ça. Nous, on a travaillé avec des enfants, on a travaillé aussi avec des adultes dans les communautés, on a travaillé avec des étudiants universitaires pour penser finalement et réaliser des actions vers la durabilité. À titre d'exemple, au Maroc, on a travaillé avec des femmes qui vivaient dans un milieu où il y avait trop de plastique. Les plastiques s'en allaient polluer la Méditerranée. Ça nuisait vraiment à la biodiversité.
Alors, tranquillement, les femmes avec lesquelles on a travaillé, elles ont inventé des façons de remplacer ou de réutiliser le plastique pour éviter que celui-là se retrouve dans la Méditerranée. De la même façon, avec un autre projet, les femmes ont inventé un filtre pour nettoyer l'eau qu'elles devaient boire lorsqu'il y avait des inondations. Alors, tous ces projets-là, ça fait appel à des démarches de résolution collaborative de problèmes. Vous avez sûrement entendu parler de démarches actuelles qui sont très, très populaires pour résoudre des problèmes, en particulier des problèmes environnementaux. Alors, on parle de pensée design, Living Lab, Hackathon, ça c'est plus en ligne, Makerspace, Fab Lab, Lab d'innovation. Alors, finalement, ces démarches-là ont quelque chose en commun, c'est qu'on observe de façon approfondie une situation problématique, puis les besoins des personnes ou des espèces qui sont menacées ou qui courent des risques avec ces situations-là. Puis ces démarches-là sont intéressantes parce qu'elles mobilisent des compétences du 21e siècle. Alors, les personnes qui vont être impliquées dans ces démarches-là vont mobiliser pendant la démarche leur capacité de résoudre des problèmes complexes, créativité, pensée systémique. Puis, ces projets-là se terminent souvent par des actions dans le milieu. Alors, nous, en tant qu'équipe de recherche, on travaille avec une démarche qui s'appelle la pensée design. Ça fait, comme je vous disais tout à l'heure, ça fait à peu près 5 à 7 ans qu'on essaie la démarche avec différentes clientèles, que ce soit dans les communautés, que ce soit avec des étudiants universitaires ou primaires. Alors, la démarche, finalement, c'est une démarche de résolution de problèmes, mais qui est très forte au niveau de la première étape où on observe vraiment les besoins des usagers, puis elle est très forte aussi au niveau du prototypage. Plusieurs fois, on va prototyper les solutions qu'on a proposées. Alors, qui utilise le pensée design? Nous, dans notre projet de recherche, on a commencé par regarder qui s'en servait, puis comment ils s'en servaient, puis on leur a demandé qu'est-ce qui marche là-dedans, qu'est-ce qui ne marche pas, puis qu'est-ce que vous nous suggérez. Alors, vous avez une liste exhaustive. On a questionné 20 organismes à l'international pour leur demander, OK, si on veut faire la pensée design, puis bien la faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous avez une liste d'organismes. Parfois, c'est des organismes universitaires. Parfois, c'est des organismes, c'est des écoles, c'est différentes organisations qui sont finalement expertes en pensée design. Puis, on a essayé la pensée design, comme je vous disais, avec différentes clientèles. Puis, on en a tiré des conclusions. Alors, cette démarche-là, quand elle est bien appliquée avec des outils pertinents, il y a des façons de travailler avec ça. Ce que ça donne, c'est que chez nos apprenants, chez nos participants, il y a une compréhension plus large des problèmes parce qu'on va étudier les problèmes non seulement sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan social. Donc, ça fait pas mal le tour des problèmes. Il y a une empathie qui se développe envers les usagers. Alors, les gens, les participants à la démarche, ils veulent vraiment résoudre le problème pour les personnes qui ont le problème. Ils deviennent intéressés. Ils sortent aussi différentes solutions. Ce n'est pas toujours des solutions originales, mais c'est des solutions qui répondent la plupart du temps aux besoins. C'est des solutions inattendues parce que ça suppose que finalement, on va peut-être définir, poser le problème d'une façon qu'on n'avait pas fait auparavant. Puis ça mobilise naturellement certaines compétences de haut niveau, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est efficace pour s'en rappeler, pour se rappeler des informations. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de force dans cette démarche-là qu'on a vécue au moins avec une dizaine de clientèles maintenant. Il y a des limites aussi. Alors, je ne sais pas si je veux parler des limites, mais entre autres, peut-être dans vos classes, ça exige du temps. C'est parfois limité par les connaissances des participants, des élèves. Moi, je trouve que c'est souvent trop, tel qu'utilisé la plupart du temps, c'est focalisé sur l'humain et moins sur l'environnement. On considère les problèmes souvent à court terme. On oublie peut-être de penser à long terme. On doit travailler aussi avec des gens qui ont différentes compétences. Puis, la complexité des enjeux, parfois, va limiter les solutions trouvées. Mais dans tout ça, finalement, on a appris en parlant avec des organismes qui en font de la pensée design, qui le font bien, qui arrivent à des bons résultats.
puis en l'essayant nous-mêmes avec différentes clientèles, on a appris qu'il y a des conditions qui favorisent la réussite de cette démarche-là. Alors, l'équipe de travail, si vous travaillez avec vos élèves, c'est important d'avoir dans les équipes de travail des personnes de différents types. Vous le savez, il y a des personnes qui sont plus créatives, puis il y a des personnes qui sont plus convergentes. Alors, c'est important de peut-être bien penser vos équipes de travail. Habituellement, des équipes de pas plus que 6 au primaire, ça fonctionne bien. L'atmosphère. Alors, il faut créer une atmosphère positive, enthousiaste. Il faut croire que les élèves vont trouver des solutions. Il faut se montrer ouvert aux idées nouvelles, même les idées qui sont parfois saugrenues, il faut être ouvert. Puis, il faut prototyper rapidement. On a des idées, on en choisit quelques-unes, puis on fait des prototypes, on s'en parle, puis on se dit, oh, cette idée-là, améliorerait-la de telle façon. Alors, c'est ça. Donc, aussi souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir, l'environnement ne va pas être nécessairement une classe traditionnelle, on va avoir des tables, des tableaux déplaçables, différentes sources d'informations, plusieurs matériaux. Ça donne une image d'un genre de classe qui pourrait fonctionner avec la pensée design. Puis, il y a des stratégies, on appelle ça des outils, il y a des stratégies pédagogiques qui facilitent la démarche, qui vont faire que la démarche va être plus efficace. Comme par exemple, excusez-moi, je regarde là, par exemple, à l'étape de l'observation-inspiration, à l'étape où il faut définir le problème et les besoins des personnes qui vivent le problème, on peut faire différentes choses. On peut faire des entrevues avec des gens qui vivent le problème. On peut faire raconter leur expérience. On peut faire observer et photographier la situation. On peut leur demander quoi, qu'est-ce qui se passe, comment, pourquoi. On peut faire un tour. Mettons qu'on travaille sur une rivière qui a des problèmes, on peut faire un tour guidé avec les personnes qui vivent des inondations. On peut fournir une caméra aux personnes, leur faire documenter leur expérience. On peut faire différentes choses. Une chose qui est importante en pensée design, surtout à partir de l'étape 2, c'est l'utilisation des représentations visuelles. Alors, c'est une très bonne stratégie, c'est de faire représenter les problèmes. Ce qui arrive, c'est qu'un problème environnemental, c'est beaucoup en environnement que nous, on l'a utilisé, c'est que c'est complexe. Comme c'est complexe, il faut essayer, dans une image, de représenter les différents aspects du problème. Parce que, pour différentes raisons, parce qu'on ne peut pas se rappeler de tous les aspects d'un problème, puis parce qu'aussi, tranquillement, on construit le problème. Au niveau de la synthèse, où on se prépare tranquillement à décider qu'est-ce qu'on va vouloir résoudre finalement. Alors, on peut utiliser aussi ce qu'on appelle la cartographie participative. On va construire pour représenter la situation, toujours dans le but de bien comprendre le problème. On peut utiliser la cartographie participative pour, mettons, par exemple, situer le problème, exactement ce qui se passe avec le problème à différents endroits sur la carte. Puis la cartographie participative, c'est pas l'enseignant qui fait ça, c'est les élèves graduellement qui vont discuter de comment eux voient les différents aspects du problème au fur et à mesure qu'ils ajoutent des éléments sur la carte. Toujours dans la synthèse et définition, il y a d'autres techniques qui existent, comme par exemple ce qu'on appelle en anglais sketch note, c'est la prise de notes visuelle. Encore, pour décrire le problème, pour bien le saisir dans tous ses aspects, on peut faire quelque chose comme ce qui est à l'écran, avec des notes, des passages surlignés, des cercles, des rectangles, des connecteurs, des flèches, des croquis, des couleurs. Alors, tranquillement, il s'agit finalement de s'approprier le problème. Au niveau toujours de la synthèse et de la définition, il y a des stratégies, des outils qui sont souvent utilisés en pensée design. Il y a la carte d'empathie. Alors, on va représenter un usager qui vit le problème, comme par exemple une personne qui sera affectée par une inondation dans une rivière. Et puis, on va parler de lui.
dans un schéma, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit, puis qu'est-ce qu'il ressent. Alors, ça s'appelle une carte d'empathie. Ça permet vraiment de schématiser ce qui se passe avec les usagers. Une autre technique qui s'appelle persona, qu'on utilise beaucoup à Pensée Design, c'est de parler de chacun des citoyens ou des usagers qu'on a interrogés, de décrire comme par exemple Joseph Bilodeau, il joue au badminton, il fait de la lecture, puis lui, ce qu'il vit, c'est qu'il y a un parc près du cours d'eau, puis à ce moment-là, donc, lui, il y a un chien, puis ça fait de l'urine, puis ça fait des cacas qui vont salir le cours d'eau. Alors, on va aller voir carrément les citoyens qui sont responsables peut-être d'un problème pour essayer de voir comment ça a un impact sur le problème. C'est des techniques. Synthèse et définition, toujours. Quand on définit notre problème, les chercheurs disent qu'une bonne façon de définir ce qu'on veut résoudre, quand on parle de défi conceptuel, ça veut dire qu'est-ce qu'on veut résoudre. Alors, une bonne façon de poser le problème, c'est de dire comment pourrait-on en une seule phrase. Comme par exemple, le groupe Design for Change, qui avait le problème là, avec les inondations, les élèves ont formulé le problème en disant comment pourrait-on construire un écomur pour empêcher les crues de transporter les déchets et substances nocives vers l'école. Alors, quand on définit le défi conceptuel de cette façon-là, il semble qu'on arrive à de meilleures solutions. Ensuite, on passe à l'étape numéro 3, qui est l'idéation. Comment les organismes font-ils, puis comment nous, on le fait? C'est souvent avec les feuillets autocollants. Alors, les élèves vont trouver différentes solutions qui sont apposées au mur sur des autocollants. Puis, les élèves vont exposer au fur et à mesure les images, les autocollants qui vont coller sur le mur. Puis ensuite, on va séparer les idées, les solutions par thème. On le voit sur l'image, vous avez toutes les solutions, puis après ça, les solutions ont été réparties par thème ou par thématique. Toujours dans les stratégies pédagogiques facilitatrices, au niveau de l'idéation, on peut faire des prototypes, mais on peut aussi faire des prétotypes. Ça veut dire, ça vient avant le prototype. Alors, vous avez ce qu'on appelle un tableau d'inspiration. Alors, c'est une espèce de collage où on place les caractéristiques de la solution à laquelle on veut arriver. Dans l'idéation, c'est sûr qu'à un certain moment, on arrive à choisir des solutions. À l'écran, vous voyez une technique, un outil qui sert à choisir des solutions. Alors, on va avoir une espèce de cadran d'image avec 4 parties. Dans le cadran 1, on met l'aspect positif de la solution. Dans le cadran 2, on met la rétroaction constructive. Cadran 3, les questions qui restent. Cadran 4, les nouvelles idées qui arrivent. C'est des techniques qui sont très puissantes. Et on est rendu au prototypage. Alors, le prototypage, vous le voyez sur l'image, ça peut être un dessin, ça peut être une maquette, un modèle, un jeu de rôle décrivant l'action. Alors, ça peut être un schéma, un tableau, un dessin animé, puis ça peut être en 2 ou en 3 dimensions. Ça donne un aperçu, c'est pour tranquillement construire nos solutions, puis pour pouvoir les évaluer, soit juste la classe ensemble, ou soit auprès des citoyens ou des usagers qui rencontrent le problème. Nous, on a découvert une stratégie qui est vraiment le fun. Ça s'appelle, pour faire le prototypage, ça s'appelle Lego Serious Play. Alors, on se sert de blocs Lego avec des équipes qui vont tranquillement construire une image de la solution qu'ils envisagent. Puis là, ils vont pouvoir partager tout le temps comment ils voient la solution au fur et à mesure que la structure de Lego se construit. Et on est rendu au niveau de la communication, alors, puis de l'action. Alors, souvent, on essaie de finir par une action dans plusieurs projets qu'on fait. Alors, on peut faire une vision du futur où on essaie de penser, de présenter aux gens les actions qu'on a faites et puis pourquoi.
Alors, pourquoi la pensée design? C'est pour humaniser les problèmes environnementaux, alors que les problèmes environnementaux ne demeurent pas que des problèmes scientifiques, alors que les problèmes appartiennent à des gens. Alors, c'est des gens ou des animaux ou des espèces qui vivent le problème. Puis, on essaie, nous, d'utiliser la pensée design pour développer des compétences du 21e siècle. Alors, c'est surtout en particulier les compétences clés de durabilité. Alors, des choses comme connaissance, résolution de problèmes complexes, pensée systémique, prédiction des risques, pensée créative, pensée critique, planification stratégique, auto-efficacité, action stratégique. On essaie de se servir de la pensée design, d'utiliser de façon efficace pour, au moment où on travaille aux différentes étapes, pour développer, mobiliser des compétences de durabilité. Un exemple de ça, alors sur le schéma, vous avez, les schémas que j'ai montrés font beaucoup partie d'un projet qui s'appelle, d'un programme qui s'appelle Climaction. C'est pour que les élèves s'impliquent dans l'action environnementale en lien avec les cours d'eau pour améliorer les cours d'eau qui soient plus résilients au changement climatique. Alors, dans ce programme-là, on utilise une stratégie qui s'appelle loupe et jumelle. Alors, c'est pour développer la pensée systémique. La pensée systémique, ça veut dire que quand on regarde un problème, on peut le regarder dans son ensemble ou on peut le regarder faire des liens entre les différents éléments d'un problème ou on peut mettre le focus sur une petite partie du problème. Alors, donc, dans la stratégie loupe et jumelle, on va demander aux élèves de regarder le problème dans son ensemble, dans les liens qui existent entre ces éléments ou de mettre l'accent sur une certaine partie du problème. Puis à ce moment-là, ça va permettre de voir qu'est-ce qu'ils veulent résoudre finalement. Prédiction des risques. Alors, c'est une compétence de durabilité. Il faut apprendre aux élèves à penser aux risques, à penser à l'avenir. Alors, il y a une stratégie qui permet de faire ça. Ça s'appelle la roue du futur. Alors, finalement, on prend un problème, puis on fait un schéma qui permet de prédire les conséquences en chaîne du problème. Alors, avec vos élèves, il y a différents problèmes que vous pourriez résoudre. J'ai mis des exemples sur ma présentation. Alors, c'est sûr que c'est des problèmes environnementaux, mais la démarche peut être utilisée dans d'autres domaines des sciences aussi. Alors, vous pourriez demander à vos élèves de résoudre des problèmes qui sont présents autour de l'école, dans la communauté, des problèmes de biodiversité, de consommation énergétique, de consommation abusive, de déchets plastiques, de pollution, de différentes pollutions, d'inondations, de changement climatique. Ce qu'on a fait, juste un exemple, avec des élèves du primaire, on a demandé aux élèves de d'inventer différentes choses en lien avec les problèmes environnementaux, comme par exemple, on leur a demandé d'inventer des sacs écologiques pour se rendre à des activités sportives, pour transporter son dîner. On leur a demandé d'inventer des recettes de cuisine pour utiliser les restes de nourriture, d'inventer des jouets pour les animaux faits à partir de matériaux recyclés. On leur a demandé d'inventer un bassin de récupération d'eau de pluie, des emballages écologiques avec des matériaux recyclés, etc. Alors, si vous avez ma présentation, si on vous l'envoie, ça va vous donner des aperçus de problèmes qu'on peut essayer de résoudre avec des élèves du primaire tout en utilisant la pensée design. Comment les élèves du primaire agissent en pensée design? Ce qu'on a remarqué, c'est que les élèves plus jeunes comme ça, ils sont bons pour trouver des idées puis prototyper. Ils aiment ça puis ils sont habiles. Ils ont besoin de beaucoup d'encadrement. C'est important à cet âge-là de leur apprendre l'empathie. Ils ne sont pas toujours capables de percevoir les besoins des gens. Il faut que ce soit des problèmes qui ne sont pas trop loin d'eux autres. Puis, il faut que ce soit avec n'importe qui, il faut garder nos participants dans l'espace problème. Les gens ont tendance à
vouloir résoudre les problèmes rapidement, rapidement. Alors, il faut vraiment dire aux enfants, ben, on va commencer par comprendre notre problème avant d'aller vers les solutions. Il semblerait aussi que les feedbacks sur les prototypes sont vraiment importants. Quand les élèves construisent, il faut donner du feedback. Les inviter à en parler avec leurs parents. Puis, au niveau du primaire, les plus petits ont beaucoup d'idées, puis ils veulent tout de suite prototyper, tandis que les plus vieux du primaire, ils vont restreindre leur créativité parce qu'ils veulent trouver une grande idée. Alors, il faut stimuler leur créativité. Alors, en pensée design aussi, j'essaie de vous en donner le plus possible. En pensée design, il y a des technologies qui peuvent nous aider. Nous, on a utilisé avec les étudiants de l'Université d'Ottawa, on a utilisé Miro. Miro permet de représenter les besoins des usagers avec le genre de schéma que vous voyez à l'écran. Alors, Miro, c'est des tableaux blancs, puis tous les outils numériques qui sont comme ça, qui permettent de faire des schémas conceptuels, peuvent être utilisés très bien avec la pensée design. Au niveau, ça c'est pour l'idéation. Celui-là, on ne l'a jamais utilisé, mais ça s'appelle Idea Flip. Alors, ça permet, au lieu d'utiliser les autocollants sur les murs, Idea Flip permet d'utiliser des petits autocollants à l'ordinateur pour proposer des idées, les classifier, puis créer des liens. C'est des outils numériques qui ne coûtent rien, ils sont publics. Si jamais vous voulez regarder une démarche de pensée design qui est intéressante, c'est difficile quand on est en ligne d'aller à une vidéo, là. Alors, vous pourrez aller voir, c'est des élèves qui ont travaillé avec Design for Change pour créer des meilleures toilettes pour leur école. C'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec la pensée design? Ça a évolué beaucoup depuis qu'on travaille avec cette démarche-là. Alors, je vous ai mis à l'écran, il y a 2 nouveaux livres qui sont absolument fabuleux, qui parlent d'outils qu'on peut utiliser, c'est plein d'activités qu'on peut utiliser en design, puis ça peut être vraiment, vraiment utilisé avec les élèves. Ce qu'on a remarqué dans ces volumes-là, parce qu'on les a dévorés quand ils sont arrivés, c'est que finalement, les stratégies qu'on emploie tout au cours de la démarche, ils doivent provoquer, entretenir les discussions. Le but, c'est de faire parler les gens. Ce qui est remarquable aussi, c'est les représentations visuelles. Il faut vraiment amener les élèves à représenter de façon visuelle pour bien comprendre ces problèmes complexes. Puis la pensée systémique est vraiment importante aussi. Alors, si on résume les méthodes qui sont dans ces livres-là, c'est beaucoup ça. Faire parler les gens, les représentations visuelles de différentes sortes, puis la pensée systémique. Alors, si ça vous intéresse, nous, on a écrit un guide pédagogique. Il est sorti en 2019. Alors, vous avez les liens. Vous pouvez aller le voir. C'est tout à fait gratuit. C'est en français et en anglais. Ça raconte un peu les premières expériences qu'on a faites avec la pensée design. Ça donne des idées de problèmes à résoudre avec les élèves. Et notre dernier bébé, c'est le programme Climaction. C'est un programme pour fin primaire, début secondaire ou même fin secondaire. C'est un programme, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est un programme sur les changements climatiques et les cours d'eau. Alors, pour le moment, on implique 8 communautés canadiennes, 6 au Québec, une communauté en Manitoba, puis une communauté au Nouveau-Brunswick. Alors, on a 8 communautés qui travaillent sur un cours d'eau local avec les enseignants travaillent avec leurs élèves pour étudier l'état du cours d'eau, puis essayer de prédire qu'est-ce qui va arriver s'il est en mauvais état, qu'est-ce qui va arriver avec les changements climatiques. Alors, il y a une étude scientifique du cours d'eau avec les élèves. Les élèves vont interroger les citoyens pour voir qu'est-ce que les citoyens vivent avec ce cours d'eau-là, qu'il y a des problèmes, puis ils vont trouver des solutions avec la pensée design, puis tranquillement, ils vont passer à l'action pour aider le cours d'eau à mieux résister et les citoyens à mieux vivre avec les problèmes qui se passent avec les changements climatiques. Alors, j'ai essayé de rentrer dans le temps, puis vous laisser du temps pour les questions. C'est une grosse matière.
c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'années de travail aussi. Alors, je vais arrêter ma présentation, puis je vais écouter vos questions. Vous pouvez aussi utiliser le chat si vous désirez poser des questions, si jamais là, il y a plus d'une personne à la fois. Madame Pruneau, vous pouvez aussi arrêter le partage de votre écran si jamais là, vous avez terminé avec ça. OK. En attendant les questions, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire, il y a aussi le formulaire de rétroaction pour les ateliers. Alors, je le mets immédiatement dans le chat, dans le clavardage, pour que vous puissiez le compléter. Avons-nous accès à la présentation? Oui, on va vous donner accès à ça. Madame Pruneau a le document, mais nous aussi, on l'a, donc on va vérifier là, pour vous donner accès. La question que j'avais, Mme Pruneau, c'est de savoir, est-ce que les élèves, quand il est question surtout d'éducation à la durabilité au niveau de l'environnement, est-ce que les élèves ont le sentiment d'être impuissants face à une problématique qui est d'envergure planétaire, on pourrait dire, ou s'ils ont confiance que les petits gestes qu'ils posent peuvent faire une différence? Comment réagissent les élèves là où vous avez travaillé avec les jeunes? OK, c'est une bonne question. Au départ, il y a un sentiment qu'on ne peut rien faire. Surtout quand on parle de changement climatique, tout ça, il y a un sentiment vraiment, il n'y a pas de sentiment d'auto-efficacité. Mais graduellement, ce qui arrive, c'est que graduellement, quand on leur fait confiance, ils vont trouver des solutions, puis ils vont passer à l'action. Puis ensuite, leur sentiment d'auto-efficacité va s'agrandir. Quand on a travaillé avec des élèves, je me souviens d'avoir travaillé avec des élèves qui avaient résolu un problème de trafic dans leur communauté. Puis après avoir résolu le problème, les élèves disaient, ben nous, on est capable de résoudre des problèmes environnementaux parce qu'on a fait une action, on a réussi, puis notre enseignante est grosse, puis elle est forte, puis on est capable ensemble de résoudre d'autres problèmes. Alors, dans tous les projets qu'on a faits, entre autres avec les élèves du primaire, on dirait que le sentiment d'auto-efficacité va grandir au fur et à mesure que les solutions sont trouvées. En numératie, maternelle 6e année. Accompagnement. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ben oui, merci. Puis, vous parliez des élèves qui ont résolu un problème de trafic dans leur communauté. Est-ce que êtes-vous capable de nous décrire un petit peu plus l'ampleur de ce projet-là? Parce que ça semble un projet qui a vraiment un impact sur le monde autour des jeunes. Bon, peut-être que je vais prendre un autre exemple parce que ça fait longtemps, ce projet-là. Je vais prendre un autre exemple, peut-être qui est peut-être plus récent. On travaillait avec le ministère de l'Environnement au Nouveau-Brunswick. Puis, il y avait un nouveau contracteur qui est en train de construire un écoquartier, un quartier durable dans une ville qui s'appelle Dieppe. Et puis, on a demandé aux élèves c'était vraiment l'idée, c'était basé sur le design de conservation, où est-ce qu'on essayait dans le nouveau quartier de garder le plus possible les espèces naturelles, qui étaient les oiseaux, puis tout ça. Puis, on a demandé aux élèves d'essayer de planifier comment les gens qui habiteraient ce quartier-là devraient se comporter pour ne pas faire enfouir les éléments naturels, puis tout ça. Alors, les jeunes ont été impliqués avec la pensée design, puis ils ont fait des propositions pour aménager. Au curriculum de sciences. Pour aménager le terrain. Puis lancer un nouveau plan stratégique. Là, j'entends d'autres choses, en tout cas.
Puis, ils ont vraiment planifié le terrain. Puis, je me rappelle d'être allée visiter le terrain l'été dernier. Puis, je veux dire, les gens habitent maintenant dans ce quartier-là. Puis, toute la biodiversité a été conservée parce que les élèves, ils ont planifié vraiment à quel endroit il fallait construire, à quel endroit il fallait faire des parcs, comment les gens pouvaient faire pour essayer de ne pas avoir de chiens pour faire fuir les oiseaux, etc. Alors ça, c'est un projet qui a quand même duré une année, mais il y a des projets plus simples que j'ai présentés tout à l'heure où les jeunes ont fait tout simplement, ils ont planifié des distributeurs de matériel pour construire des nids d'oiseaux. Alors, ils ont construit carrément des petites cabanes avec différents matériaux de construction de nids d'oiseaux. Puis ils ont essayé leur prototype, puis ça a fonctionné. Là, je veux dire, les oiseaux ont bien répondu ou pas bien répondu pour utiliser les matériaux des nids d'oiseaux pour construire leurs nids. Alors, c'est pas nécessaire que ce soit toujours des grosses affaires. On ne peut pas nécessairement demander aux élèves de résoudre tous les problèmes des changements climatiques, mais par contre, dans le projet Climaction, les jeunes vont réaliser quelque chose de bien concret, comme par exemple, on a commencé le projet Climaction dans la région de Québec avec des jeunes début secondaire. Et puis, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de trouver des solutions pour améliorer les berges pour que les cours d'eau soient mieux, qu'il y ait plus de biodiversité puis qu'il y ait moins d'inondations. Alors, les élèves sont capables de trouver des solutions. Il s'agit finalement de leur demander, de les informer comme il faut puis d'utiliser une bonne démarche. Merci. Il y a une question dans le clavardage. Avez-vous vécu des projets où aucune solution n'a été trouvée? Non, jamais. Jamais, jamais. J'ai travaillé dans des communautés au Maroc avec des femmes non alphabétisées, complètement illettrées, puis elles ont trouvé des solutions. J'ai pas eu le temps vraiment de présenter tout ça, mais ça ne s'est jamais arrivé que les gens ne trouvent pas des solutions, puis des solutions vraiment efficaces la plupart du temps. Non, c'est pas arrivé. Mais ce qui est un peu difficile, c'est que la démarche demande du temps. Comme par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé du projet qu'on a fait sur les plastiques le long de la Méditerranée avec des femmes. Bien, avant qu'elles trouvent des solutions qui correspondaient à leurs objectifs, c'est-à-dire enlever les plastiques qui étaient toujours jetés dans la Méditerranée, tout en faisant faire de l'argent à la coopérative, ça a pris longtemps. Ça a pris comme 2 ans avec une communication Facebook pendant la pandémie. Alors, communication à peu près toutes les semaines. Puis tranquillement, elles ont réussi vraiment à inventer des solutions. Ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont inventé, je ne peux pas vous présenter tout ça, là, mais elles ont utilisé les plastiques pour faire différents objets qu'elles vendent maintenant. Entre autres, elles ont fabriqué avec les déchets plastiques, elles ont fabriqué des parasols la tige est faite avec du plastique recyclé avec une imprimante 3D. Puis le toit des parasols est fait avec leur technique en alpha dans laquelle ils passent la laine. Alors finalement, elles sont arrivées vraiment à trouver des solutions incroyables. C'est ça, je n'ai pas nécessairement ça à l'écran pour vous montrer, mais c'est ça. Il s'agit finalement de mettre de donner aux élèves un problème qui est à leur niveau. Si c'est un petit problème local, vous irez voir dans Design for Change, ils travaillent beaucoup avec le primaire, puis c'est des problèmes qui sont très petits finalement, tout dépendant de l'âge avec lequel on travaille. Merci. Je vois, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois rien d'autre dans le clavardage. Alors, on va peut-être demander aux gens de poser les dernières questions. Et en attendant, bien, je vais aussi remettre le lien là, pour le sondage là, pour la rétroaction en lien avec cet atelier qu'on vous invite à compléter d'ici certainement la fin de la journée. Donc, Madame Pruneau, si les participants n'ont pas d'autres questions, c'est à mon tour de vous remercier pour cette présentation.
C'est certain que la pensée design, c'est au cœur là, de l'engagement de l'élève dont on parlait justement ce matin à la table ronde avec des élèves, des parents et des professionnels de l'enseignement. Donc, on comprend que c'est une stratégie, une façon de faire qui pourrait justement donner beaucoup la place au développement des compétences transversales qui sont si importantes et puis également donner la voix aux élèves là, qui sont très ingénieux en ce 21e siècle. Donc, sur ce, je vous souhaite... Denis Tardif est en train d'écrire un petit quelque chose, donc on va attendre. À moins que, Denis, tu veux prendre la parole? Juste pour rappeler que les prochains ateliers commencent à 10 h. Tous les liens sont sur le site de la journée. Excellent. Merci beaucoup pour ce rappel. Puis, je vous souhaite un très bon colloque, un bon reste de journée avec nous. Merci, bonne journée à tous.